Michel Rocard est le grand témoin de votre 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir à vous, Michel Rocard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste. Vous avez été Premier ministre... Ça ne fait que 64 ans, je continue. Exactement. Vous avez été aussi Premier ministre. Vous êtes également, et c'est important, on va en dire tout à l'heure quelques mots, ambassadeur en charge des négociations internationales sur les pôles Arctique et Antarctique. Alors peut-être d'abord, Michel Rocard, une réaction sur ce lynchage d'un jeune Rom. Ça s'est passé près de Paris. Un adolescent de nationalité roumaine est encore dans le coma ce soir après avoir été lynché par 12 personnes. On a le sentiment, Michel Rocard, que les Roms, depuis des années, sont devenus des boucs émissaires, la cible d'un racisme, d'une xénophobie en France. Et on a le sentiment que les autorités, les pouvoirs publics ne s'en inquiètent pas vraiment. C'est à l'évidence un drame absolu. C'est pas seulement que c'est un drame. Il y a d'autres assassinats racistes. Tout ça est navrant. On a l'impression qu'un certain nombre de peuples de pays développés se réfugient dans la xénophobie, des difficultés contemporaines, le chômage, l'incertitude du travail, la précarité, la pauvreté. Tout ça rend les gens violents et méfiants vis-à-vis de tous ceux qui ne leur ressemblent pas. C'est un drame affreux. Il y a des gens pour dire que le gouvernement ne réagit pas assez. Je voudrais dire fortement qu'en effet, il faut que la police et la justice fassent leur travail. Il faut qu'on les y aide. Mais que c'est un peu tout le monde qui doit réagir. Les maires aussi déjà, les églises, la franc-maçonnerie, tous les lieux où on pense, l'école. La lutte contre le racisme est une affaire d'attitude et de culture. L'État n'est de loin pas le seul responsable. Alors, amis anglais, sortez de l'Union européenne, mais ne la faites pas mourir. Vous implorez, non sans ironie, les Britanniques. Pourquoi ce cri du cœur, Michel Rocard ? Parce qu'ils ne jouent pas le jeu. Ou plus exactement, j'ai écrit cette tribune libre avec beaucoup de tristesse. Moi, je suis né en 1930. J'ai senti mon honneur de citoyen de France, d'Europe et du monde sauvé par les Anglais. Et sans eux, je ne sais pas quand c'est venu, les Américains ou les Russes. On leur doit énormément. Et puis, ils sont participants de l'invention des droits de l'homme et de la démocratie. Tout ça est immense. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les nations continentales d'Europe se sont autodétruites depuis un millénaire, une cinquantaine de guerres. Parce qu'elles sont trop petites, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles parlent des patois différents et qu'elles n'ont pas de frontières tellement claires. Nous n'en pouvons plus de cette situation qui a affaibli l'Europe. L'Europe a disparu du commandement du monde. Et les Anglais ne partagent pas cette vision. Ils sont une île, ils n'ont jamais été envahis. Ils ont le sentiment, à travers le Commonwealth, d'avoir encore un petit peu de leur empire. Ils sont seuls à être comme ça. Et leur vision du monde est planétaire, maritime et anglophone. Ils ne sont pas participants de ce projet qui consiste à dominer les souverainetés nationales de chacun pour parler d'une souveraineté unique, européenne, qui pourrait parler de la paix et de la guerre, être dans tous les grands problèmes du monde, le règlement financier, la lutte contre la piraterie, tout ça où nous ne sommes pas, par décision britannique pour l'essentiel. L'Europe est un nain politique, dites-vous, à cause de la Grande-Bretagne précisément ? Un géant économique et un nain politique ? Pas tout à fait seulement, ne mettons pas tout à fait sur le dos, beaucoup d'autres pays ont été complices. Mais le pays qui a le leadership du refus de tout pas en avant vers un peu plus d'intégration européenne, vers un peu plus de fédéralisme, de dire oui à tous les élargissements sans jamais un seul approfondissement en même temps. C'est quand même la Grande-Bretagne, ça. Qui en est même, elle prépare pour la 3e fois, elle l'a déjà fait 2 fois, à faire des vétos personnels dès que l'Europe menace de se donner un président doté d'un peu de caractère et d'un tempérament fédéraliste. Et là, la Grande-Bretagne dit non à des personnes. C'est pas bien. Alors pourquoi ils restent, à votre avis, les Britanniques, Michel Rocard ? Pourquoi ils restent ? Civilisation et d'équilibre du monde hyper dangereux. N'oubliez jamais que dans 30 ans, le monde sera dominé pour l'Asie, après 500 ans de domination occidentale. Comment résister à ça si on n'est pas 1,5 milliard parlant ensemble ? Que l'Angleterre ne comprenne pas, c'est son affaire, mais qu'elle nous empêche de le faire, ça c'est terrible. Mais pourquoi elle reste, à votre avis, Michel Rocard ? C'est pour ça que je pense que son départ est une condition préalable
à toute vraie relance d'une Europe politique. Alors vous avez évoqué la succession de José Manuel Barroso à la tête de la Commission européenne. Je vous propose, Michel Rocard, d'écouter ce que pense le Premier ministre britannique David Cameron de la nomination de ce président de la Commission européenne. Il y a des dissensions, il y a ceux qui disent les conservateurs sont arrivés en tête, c'est à eux que revient le poste. Il y en a d'autres qui, comme le Premier ministre britannique, ne l'entendent pas ainsi. On l'écoute et on en parle juste après. Il y a un principe important qui veut que ce soit les membres élus du Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement élus, qui proposent le nom du candidat appelé à présider la Commission européenne. C'est un principe très important et je vais continuer à le défendre et à m'opposer jusqu'au bout à ce que le Parlement européen nous impose quelqu'un. Je vais aller jusqu'au bout, il est hors de question de changer d'avis à ce sujet. Voilà, David Cameron, le Premier ministre britannique, dit non, ce n'est pas forcément Jean-Claude Juncker qui doit présider la Commission européenne. Vous, qu'en pensez-vous ? Moi, au fond, je ne dis rien. Les textes disent, la démocratie dit. Qui au monde a inventé le système selon lequel le chef de gouvernement d'une zone qui gère la démocratie en commun doit être le chef de son plus gros parti politique gagnant des élections. Point. Ça s'appelle la démocratie. L'invention fut britannique. Pourquoi est-ce qu'ils la font chez eux et la refusent à l'Europe ? C'est scandaleux. Parce que quiconque autre que le chef de la coalition, c'était Jean-Claude Juncker, serait nommé dans ces conditions-là, sera affaibli. Et or, c'est ce que veulent les Anglais. Et je trouve ça profondément immoral. Alors, vous me disiez tout à l'heure, pour autant, la Grande-Bretagne n'a pas toutes les responsabilités. Certains visent aussi la France et l'Allemagne. Prenons la France, par exemple, votre pays. Le vote populiste l'a emporté, 25% pour le Front National. Est-ce que la France, à son tour, qui connaît une situation économique difficile, qui connaît une montée des populismes, est-ce qu'elle n'a pas aussi des responsabilités ? Est-ce qu'elle n'est pas un frein dans cette construction européenne ? Je crois profondément d'abord que la montée des populistes n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe. On avait vu l'Autriche d'abord, la Belgique aussi, le Vlaams Blok, c'est un parti populiste. Le Vlaams Belang, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? La Pologne, les frères jumeaux, etc. Nous avons une demi-douzaine de pays d'Europe contaminés, et cette fois-ci, je ne sais pas s'il faut calculer le parti nationaliste anglais de populiste, mais il l'est aussi. Donc il n'y a pas que la France. C'est vraiment l'expression, la traduction par des peuples inquiets, incertains de leur lendemain, de la peur, de la précarité et du chômage. Et c'est dans toute l'Europe. Que l'Europe institutionnelle soit ou ne soit pas un prétexte dans les conversations. Le gouvernement français et socialiste est aujourd'hui conduit par Manuel Valls. Il y a quelques jours, Manuel Valls disait « La gauche est menacée de disparition ». Ses détracteurs, y compris au Parti socialiste, disent eh bien dans ce cas, il serait temps de mener une politique de gauche. Quel est votre regard sur la politique menée par François Hollande depuis son arrivée au pouvoir ? D'abord, il faut se souvenir que nous subissons une crise mondiale. Que dans les grands ennuis où la France se trouve, 20% sont d'origine nationale. Il y a des choses qui vont pas chez nous. 80% sont d'origine mondiale. On a trop tendance à l'oublier. Ce que je regrette beaucoup, c'est que le gouvernement et le président de la République et le Premier ministre ne nous donnent pas une vision de long terme assez claire. Et c'est ça qui fait que l'opinion n'a plus de motif de croire en une vision du monde proposée par le PS, puisqu'en ce moment, il n'y en a pas. C'est donc vrai, Manuel Valls a assez raison, nous sommes en situation dangereuse. Il faut penser plus, et surtout penser plus long terme. Ce que vous, les hommes de télévision, n'aidez pas toujours à faire. Alors Michel Rocard, on a évoqué votre tribune parue dans Le Monde sur la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Vous avez par ailleurs signé un manifeste pour que la France offre l'asile à Edward Snowden. On rappelle pour nos téléspectateurs, cet homme a révélé le vaste scandale d'écoute américaine, le vaste scandale d'espionnage. Pourquoi est-ce que selon vous, la France devrait lui ouvrir ses portes ? La France parmi d'autres. Ce courageux Américain a pris des risques énormes. Il est menaçable de dizaines d'années de prison, si les Américains mettent la main dessus. Pour avoir dénoncé un immense secret qui n'était plus tout à fait un secret, une vraie malversation, les États-Unis espionnent le monde entier. On n'avait jamais vu ça.
C'est un danger de civilisation, c'est un danger pour nos libertés à tous. M. Snowden n'a pas du tout particulièrement servi la France. Il a servi les droits de l'homme et la civilisation tout entière. Le pays qui a écrit, il y a de ça 200 ans, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'honorerait de contribuer à préserver la vie, les droits, la dignité d'un des plus courageux des dénonciateurs des violations des droits de l'homme en ce moment. Car nous sommes devant une méga violation des droits de l'homme. Alors c'est un héros pour les uns et visiblement pour vous. Pour d'autres, certains en tout cas disent qu'il a été retourné, comme on dit dans le jargon des services secrets, et qu'aujourd'hui ce serait un agent russe. Faites attention à ce métier de journaliste qui vous oblige à faire l'état de ce que tout le monde dit et vous permet de ne pas prendre parti vous-même. Est-ce que dans le comportement américain d'espionner le monde entier, il y a crime ou il n'y a pas crime? Écoutez, Angela Merkel, pour la chancelière allemande, est un crime. Chacun se fasse son avis. La justice aussi, d'ailleurs. Alors, la Russie, puisqu'on en parle, est souvent diabolisée dans les médias, puisque vous êtes un observateur avisé des médias. Moscou souvent diabolisé. Les Européens n'ont-ils pas, selon vous, une part de responsabilité dans la crise qui secoue l'Ukraine depuis plusieurs mois maintenant? Cette crise ukrainienne est très dangereuse. L'Europe y a sa part. Que M. Poutine ne nous donne pas trop de leçons, il y a aussi sa part largement. Mais il est vrai, premièrement, que l'Empire russe est né il y a quelques siècles à Kiev en Ukraine. Il est vrai que l'Ukraine, tout au long de l'histoire, n'a jamais vécu comme une nation autonome, comme nous, ça n'existe pas. L'Ukraine était une partie assez spécifique, assez entraînante, de l'Empire russe, auquel elle a toujours été accolée. Nous sommes peut-être allés un peu vite en pensant que sur la base d'une décision de Khrouchtchev, je crois, de rattacher l'Ukraine à la Crimée à l'Ukraine. Faites vite comme ça, sans regarder. On en avait conclu qu'il y avait une nation ukrainienne. On est peut-être allé un peu vite. Et je crois qu'il faut garder de la prudence là-dedans. Ça vaut des deux côtés. M. Poutine aussi est très imprudent. Il ferait mieux de s'occuper de sa relation avec la Chine. Il devrait s'apercevoir que pour sa relation avec la Chine et la stabilisation de cet immense continent asiatique dans l'Est, mais aussi au Sud, le Grand Moyen-Orient, l'Iran, c'est à côté de chez lui, une alliance, une retrouvaille des Russes, des Occidentaux et donc des Européens est assez indispensable. Nous nous enguirlandons là-dessus, nous créons des tensions, nous faisons bouger des troupes, peut-être bien sur des malentendus. Michel Rocard, sénateur socialiste français, ancien Premier ministre français. Merci beaucoup à vous, Michel Rocard, d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde. Merci à vous.